pense que tout le monde est revenu. La nicotine était bonne. Bon, je crois que ça va aller. Donc j'aime bien les formes courtes, les fragments. Donc ça va être un peu ça. Parce que quand Stéphane, bon, vous avez lu Chimère et féerie ou La volonté de disparaître, Emmanuel Pirer dans le programme, c'était un peu une composition ad hoc à partir, dans la seconde, quand Stéphane m'a demandé un titre. Et ensuite, c'est moi qui ai eu envie de disparaître. Parce que c'était aussi le lapsus que j'avais gardé en lisant la première fois le titre de livre « Comment faire disparaître la Terre ». Je l'ai contourné déjà, j'ai détourné « Comment disparaître en fait de la Terre » et plutôt parce que c'est plus simple. Donc ce matin, il a été question de documents, de formes, ou plus tard, Jean-Charles a même mis en cause l'utilité de cette journée. Pas tout à fait, mais j'interprète. C'est mon travail d'exégète. Bon, évidemment, on est d'accord que rien dans la création ne sort du néant et on doit en fait composer avec les formes ou documents disponibles. Et que ce poncif qui survit un peu encore dans les têtes du génie romantique a vécu son temps, mais bon, il est indécrottable. Bon, j'ai déjà dit que le fragment me plaît beaucoup parce que c'est devenu aussi un peu old school. Hein. Ce fait, qu'on en parle aujourd'hui d'écriture fragmentaire, on pense à Benjamin. Et ça se situe déjà dans les années 30 du dernier siècle. Mais je vois bien, je constate en permanence que c'est ma façon d'avancer ou de bifurquer ou de digresser aussi. Ou avancer en renversant, que c'est en fait le premier sens de la conversation. C'est Camille Louis qui m'a appris ça. Donc converser, c'est avancer en renversant. Donc je trouvais ça très bien aussi, parce que comme tu avais dit, ou comme on peut le constater, donc je vous conseille vivement de lire Féerie générale. On peut le constater, c'est une conversation continue. Donc je vais quand même garder une triade, donc parce que j'aime bien le ternaire, ça vient du jazz. Donc ça sera alors, premièrement, le style. C'est une question qui m'interroge, où je n'ai pas de réponse. Deuxièmement, mais il y a des spécialistes dans la salle, donc je profite du public. Deuxièmement, c'est l'objet, un peu. Et ensuite, il y a un double réponse-question. Comment trouver des réponses aux questions qui sont évidemment nombreuses, déjà dès les sommaires, dans certains sommaires de livres d'Emmanuel Pirer. Et là, on constate évidemment réponse-question. On est aussi dans les binômes, donc on ne sort jamais des binômes vraiment. Parce que, par contre, je crois qu'il est intéressant, c'est un sociologue allemand qui m'a appris ça, de voir toujours l'opposé du binôme. Parce qu'avec l'opposé, le binôme lui-même change. Prenons culture, évidemment, on peut l'opposer à barbarie, à nature. On peut l'opposer aussi à industrie, on peut l'opposer à art, culture et art, comme Godard le fait, ou à économie, etc. Donc à chaque fois, on voit, dès qu'on combine avec un autre terme, culture lui-même n'est plus tenable, ou déjà au départ, un mot très faible. Bon, il n'y en a pas de PP, comme vous avez vu, mais là aussi, on trouve des réponses en Féerie générale parce que le PowerPoint est pris très au sérieux. Et ça m'a beaucoup plu, ce personnage de composition, Sven Tikkanen. Donc là, je cite, « savait à quel point l'usage intensif de la technique est risqué pour les idées et à quel point on doit s'occuper encore plus des idées si on s'occupe plus de la technique. » Ou plus de la technique, moi je... Ouais. Donc, pour revenir au style, parce qu'il a été question cette semaine, parce que tout ça, c'est un peu aussi
le fruit où ça a constamment changé, de discussions, de débats dans la semaine du festival. C'est ce qui m'interroge là-dedans, parce que je ne sais pas ce que c'est. Damasio l'avait abordé dans sa présentation. Donc il avait dit, bon, il avait opposé Houellebecq, Nicolas Mathieu et Sabrina Calvo, qui est édité par La Volte, donc son éditeur. Donc Houellebecq et Mathieu, c'était simple, c'était du non-style, l'absence de style, qui représentait ces œuvres-là, tandis que dans la présentation de Sabrina Calvo, au moins moi j'ai cru comprendre que Damasio entend par style le travail qu'il faut pour écrire un livre, comme il a lui-même aussi insisté plusieurs fois que Les Furtifs, ça lui a pris 15 ans à peu près, pour tourner les phrases dans tous les sens et pour les triturer. Donc, est-ce que c'est ça le style de travail? Donc on oublie ensuite éventuellement même le résultat, parce que le non-style des autres, Houellebecq ou Mathieu, Nicolas Mathieu, est forcément une absence de travail. Cela se voit du moins dans la cadence de l'agenda de publication. Donc, je me souviens dans une deuxième idée, je me souviens d'une autre discussion où il a été question de style. C'est celui qu'on présume chez le modèle dont on s'inspire, mais qu'on doit aussi combattre, comme Noémie Lefebvre avait dit qu'elle se bat avec Flaubert et avec ses phrases. Donc, c'est-à-dire, il y a un type d'écrivain, plus rarement écrivaine, dont on ne conteste pas qu'il a du style. Il n'est presque même pas besoin de préciser, cela va de soi. Ensuite, il y a des attributs qu'on donne au style, souvent empruntés du marketing journalistique et éditorial, un style novateur, original, fleuri, hermétique, fascinant, accessible, impénétrable, et j'en passe, pour venir à l'attribut qu'a donné Bernard Comont à celui d'Emmanuel Pirer, déjanté. Donc c'est ainsi que la 4e de couverture de Comment faire disparaître la Terre caractérise son style. Cela m'avait déjà interrogé quand j'ai eu la première fois le livre dans les mains. Et puis je retrouve dans la présentation du festival, qui a été entièrement rédigé en grande partie rédigé par les étudiants du master qui sont maintenant partis, malheureusement, parce que je voulais les interroger là-dessus aussi. Et qu'on pensait en dehors que ça devait apparaître comme une notion d'autorité qui est déjà légitimée par son apparition sur une 4e de couverture. Donc on retombe sur ses pieds, ça va un peu de soi. Mais déjanté m'intéresse quand même si tu m'avais dit que c'était une dure négociation avec Bernard Comont sur chaque mot de la 4e de couverture de Comment faire disparaître la Terre. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, sortie des gens? Oui, c'était un mot que tu as concédé à Bernard Comont. Un mot chacun, donc qui a composé la 4e de couverture. Et donc, sans légende, sur les pneus quand même, l'impression qu'il reste là un mouvement un peu incontrôlé, hein, comme ce pneu personnage principal du film dont je t'ai parlé aussi, de Quentin Dupieux. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, donc un pneu qui reprend sa vie après avoir été abandonné sur une décharge et explose tout sur son passage. Ça m'a beaucoup inspiré, j'aime beaucoup cette idée, même si ce n'est pas forcément les têtes qu'il faut exploser, mais on peut faire exploser autre chose. Ouais. Ouais. Donc, comme on a pu le voir encore tout à l'heure, donc Emmanuel avance au pas de course, hein. Donc c'est assez, c'est l'impression que ça me donne, même dans la performance. Pour revenir aussi à la même vitesse, donc, mais déjanté pourrait vouloir dire qu'il manque une attache, une régulation, du moins une absence qui pourrait se retourner contre le mouvement, ou le rendre défaillant, ou au moins le freiner. Ça ne concorde pas avec ce que je vois ou ce que je lis dans les textes. Donc, et là, il y a aussi... C'est pourquoi je trouve ça pour une fois très bien d'être sans PowerPoint, parce que
ce qui m'a frappé aussi dans la performance, c'est qu'il y a des déplacements en permanence, ou bien suggérés ou racontés. Il n'y a pas cette ultra connexion où l'information arrive au bout de 2 clics et l'usage frénétique aussi du clavier d'ordinateur pour y arriver. Donc il y a des déplacements. Tu interroges des experts indispensables et cette compilation d'informations trouve ou cherche ensuite un usage. Donc, même si des fois, j'ai quand même l'impression qu'on arrive au même résultat parce qu'il y a une concentration telle qu'il faut du tri, qu'il faut le même tri dans ces informations. Et comme cette histoire qui commence par des OGM se termine par des hommes-chiens échappés d'un laboratoire, on est quand même, on a un parcours assez important, mais qui semble trois sans lettres. Donc c'est ça aussi peut-être donc une proposition à discuter. Donc j'admets aussi qu'on s'éloigne évidemment de la question du style, mais on retrouvera peut-être avec l'objet et la question des formes ou combinaisons de formes qui sont quand même importants à aborder, mais je vais le faire très rapidement pour arriver à la dernière partie. C'est en fait ce qui est déjà un peu en creux, c'est trouver des réponses aux questions. Parce que bon, certains doivent connaître le livre de Jacques Rancière, de Politique de la littérature. C'est aussi un peu la preuve qu'on a écrit quand même des livres sur cette thématique qui semble inutile à aborder, et qui, comme il a vu au 19e, qu'on arrive à une sorte de démocratie des sujets et des mots, que chaque objet est digne d'attention. Donc il n'y a plus le règne classique qui distingue entre nobles à la fois public et sujet, et que tout le monde peut y accéder, même si Flaubert, pour lui un grand démocratiseur, entre guillemets, a été très effrayé par les nouveaux publics qui apparaissaient à cette époque. Donc Rancière semble dire que tout ça s'est arrêté au 19e et on est toujours sous le même régime esthétique. Donc là, il y a aussi des livres là-dessus qui essayent de prolonger les questions. Et j'ai aussi l'impression qu'il laisse probablement de côté que nos enquêteurs et enquêteuses, qu'on aime beaucoup, les enquêteuses littéraires, ont notablement élargi le champ de leur investigation depuis le 19e. Parce que, outre que dire que tout sujet ou objet mérite d'attention, Emmanuel est dans une sorte de vision panoramique qui inclut pas seulement la narratrice, mais aussi l'autrice elle-même dans le processus de documentation et d'écriture, et qui mène ensuite au personnage et l'histoire. Donc cette manière de faire me permet de me pencher sur une autre question fondamentale dans l'architecture narrative d'Emmanuel. Il faut vraiment que j'accélère. Parce que ça me fait penser à une question que s'est posée Ursula K. Le Guin, parce que je ne suis pas vraiment lecteur de science-fiction, mais quand j'ai découvert ses essais, j'ai découvert surtout un essai qui s'appelle The Carrier Bag Theory of Fiction, donc la théorie de la fiction panier, qui s'inspire d'une paléontologue qui a un peu réécrit d'une manière féministe la création de l'humanité et dit que le premier équipement culturel a probablement été un récipient et pas une arme, comme le montre Kubrick dans son film célèbre 2001, donc l'os qui permet au mâle dominant de tuer l'autre mâle en face. Et le film clôt aussi logiquement par un bébé sans mère. Mais les armes sont à la base de toutes les histoires héroïques dont on n'est pas sorti. Donc c'est ça le problème que pointe Le Guin, parce que faire une histoire avec un panier, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc on dit
comme elle cite, faire un récit vraiment captivant en racontant la manière dont j'ai arraché une graine d'avoine sauvage de son enveloppe, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis encore une autre, et comment j'ai ensuite gratté mes piqûres d'insectes. Et Hall a dit quelque chose de drôle, et nous sommes allés jusqu'au ruisseau pour boire. Nous avons regardé les tritons pendant un moment, et puis j'ai trouvé un autre coin d'avoine, etc., etc. Donc rien que cette petite illustration, je me sens un peu entré dans les histoires d'Emmanuel, parce il se passe presque entièrement de héros, d'héroïnes, et leur supposé opposer les anti, parce qu'on a toujours les héros et les anti-héros. Donc même si c'est très angoissant au fond, c'est peu spectaculaire en fait ce qui est raconté, ou c'est mon avis. Donc peut-être on sort là de quelque chose que donc on est proche de la fiction panier que Ursula K. Le Guin appelle de ses voeux. Voilà, c'est bien. J'avoue. Donc, comment donc trouver des réponses à ces questions? Troisième et dernier volet, avec une petite conclusion. J'avoue que cette question m'a vraiment occupé jusqu'à la nuit dernière. Depuis, j'ai revu et revu le sommaire de Féerie Générale, notamment une question m'a un peu interrogé. Nietzsche est-il halal? Est-il halal? Ouais. C'est vraiment, moi je trouve que c'est une question géniale. Et en plus, elle a pris du poids, qu'on a dit aussi ce matin, depuis 2012, la sortie du livre. Juste pour contextualiser, Nietzsche est-il halal introduit les histoires et d'activités de Batul, qui veut dire, c'est un prénom arabe très, très peu fréquent, d'après notre moteur de recherche préféré. Dieu est ma demeure, ça veut dire. Bon, c'est quand même avec Nietzsche qui a déclaré Dieu est mort, c'est assez loin. Et Batul, c'est un nom aussi ce que j'ai vu pareil là, qu'on donne à des filles sages, plutôt sages et prudentes. Donc c'est ça qui. Je ne sais pas si ça a motivé le choix du nom. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est très, très préoccupé par la corruption des croyances de ses proches, de sa famille et des autres filles qu'elle connaît, parce que c'est une adolescente qui joue au violoncelle. Et donc, elle sait que tous les films, tous les téléfilms, les émissions télévisées, le cinéma sont remplis de baisers ou se terminent par des baisers. Donc, même sans pour aller plus loin, parce que c'est déjà assez choquant. Donc, il faut maîtriser la télécommande, et c'est elle qui s'en occupe. Donc là, il y a une petite... Ouais, je peux peut-être la lire, parce que c'est vraiment très, très beau. C'est dans la collection de Baisers 6, où Emmanuel explique un peu le mode opératoire de Batul. Donc, épiphénomène amusant de ce genre de zapping, tous les films se terminaient par un baiser. Il est vrai que le procédé n'est pas entièrement neuf. Hollywood avait déjà pensé à placer le baiser en fin de film. Donc Batul finit les films par le zapping. Dès qu'il y a un baiser, on zappe à autre chose, quoi. Mais Hollywood, toujours BCBG, procédait avec une douceur extrême, laissant le baiser se dérouler, puis envoyer le générique qui constituait une longue transition musicale vers le réel. Alors que là, sur les canapés et les fauteuils de la famille de Batul, la brutalité de l'opération malmenait les libidos des uns et des autres. Le premier qui attrapait la télécommande changeait de chaîne. La soirée télé bifurquait n'importe comment dans une ambiance de sauf qui peut. Le baiser tronqué débouchait sur un sujet n'ayant aucun rapport. Baiser puis gala de patin à glace, ça encore ça passait. Baiser puis une bijouterie était dévalisée par un gong d'une rare violence. Baiser puis sketch comique, assez vulgaire. Baiser puis sur l'autre chaîne viol d'une femme dans une maison isolée, aïe aïe aïe.
ça n'allait pas non plus en rechanger une famille d'éleveurs endimanchés présenter ses vaches à un concours. Tout cela, au point de vue libido, était beaucoup plus audacieux que les scénarios classiques. Hollywood, avec ses scénarios attendus, restait engoncé dans les conventions bourgeoises. Avec cet usage intempestif de la télécommande, au contraire, l'imaginaire amoureux était modifié. Le gonflement du désir provoqué par le baiser et par les scènes de flirt l'ayant annoncé, ne pouvant pas s'éteindre instantanément, se trouvait brutalement redirigé n'importe où et se mettait à bondir dans le monde entier. Le gonflement du désir quittait le baiser et allait s'encastrer totalement au hasard dans le patinage, dans les nouveaux modes de crédit immobilier, dans les gratte-ciel de Shanghai, dans une femme seule chantonnant « Aïe, non pas elle », dans les éleveurs bovins. Le désir, un peu pris au dépourvu, s'adaptait et se déployait sur n'importe quel objet. Il désirait la bijouterie, un nouveau crédit immobilier, les Chinois à Shanghai, le Troi Kong, des cascades de glace et le capitaine de gendarmerie avec ses lunettes de soleil miroir. On aurait dit l'amour fati, bondissait ici et là, faisait le zèbre dans n'importe quelle tribu du monde, un baiser ultra commun, un baiser hétérosexuel franco-français ou italo-slovaque se transposait sur autre chose et devenait l'amour fou de chaque élément du monde, un amour vraiment excentrique, c'était dingue. C'était du Nietzsche enfin mis en pratique. Il est vrai que Nietzsche avait souvent déconcerté ses lecteurs avec son idée d'amour fati. Aimer chaque détail du monde, même s'il est horrible, disait à peu près Nietzsche. Toute la réalité est bonne, donc arrêtez de choisir, aimez le destin, qui vous plaise ou non, et le monde, qu'il soit aimable ou non, beau ou insupportable. Et à chaque fois qu'il disait cela, les gens avaient un air perplexe et interrogatif. Ils se demandaient comment s'y prendre, quelle méthode adopter pour aimer comme ça tous azimuts. Or, un bref instant sur les canapés de la famille, de Batoul, avant que le désir retombe et se neutralise à nouveau, on avait la nette impression que Nietzsche était parvenu à ses fins et n'avait pas œuvré en vain. Donc, cet extrait que j'expérimente à la fois comment Emmanuel construit ses personnages et leur univers et comment elle ne répond pas vraiment aux questions qu'elle pose. Pourtant, on y arrive par biais, car mine de rien, ce passage contredit une interprétation très répandue de l'amour fati nietzschéen qui n'y voit que du fatalisme dans cette acceptation du destin. Pourtant, Batoul, par son zapping sauvage, montre bien le côté actif de cette opération et comment le désir et l'amour peuvent se déplacer, s'accorder aussi au réel sauvage qui guette partout et trouve toujours une porte d'entrée. J'avais tout à l'heure dit d'une manière sibylline que la question de savoir si Nietzsche était halal a pris du poids, d'autant plus que d'être nietzschéen est de nouveau à la mode, après qu'il avait sombré pendant des décennies dans les arrière-salons, entaché un peu par la fascination nazie que certains de ses propos avaient pu provoquer, comme la musique de Wagner d'ailleurs. Donc le canapé familial devant la télé et Batoul qui zappe sauvagement pour protéger sa famille, ce que Emmanuel n'arrivait pas à faire pour ses enfants, dans sa performance tout à l'heure, pourrait bien trouver place dans une petite vidéo, et la boucle est bouclée. Et il ne me reste plus qu'à conclure par une performance, mais ce n'est pas la mienne, c'est celle de Charles Penquin. On y va ? Allez. Allez, on y va. Allez, on y va, on se révolte. Allez, c'est l'heure, allez, il est l'heure, allez, c'est l'heure d'aller se révolter. Allez, debout, c'est l'heure, allez, on se révolte, allez, on y va. On n'attend pas les autres, allez, on se révolte tout seul, debout tout le monde dans son tout seul. C'est l'heure de se révolter, allez, ta révolte va être froide. Ta révolte va être froide. Oui, ta révolte va être froide. Oui, c'est l'heure, oui. Oui, c'est l'heure, oui.
c'est l'heure, oui, c'est l'heure, oui, c'est l'heure, oui, ben oui, ben oui, c'est l'heure, ben oui, 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 oui. La rébellion commence. Elle commence juste la rébellion. La rébellion est à son commencement. Comme quelque chose qui a beaucoup dormi et qui ouvre un œil. La rébellion en est à son état de pachyderme. Un gros pachyderme ou une tortue. Je suis rebelle. J'avance comme la tortue. Tout doux la rébellion. Tout doucement j'avance, tel un pachyderme. Ma rébellion est là, y a rien qui presse. J'avance tout doux dans ma rébellion. Je rampe après avoir ouvert un œil. On a le temps, on a toute l'époque pour se rebeller. Tous les matins, je me lève, je suis mort de rire. Tous les matins. Et comme ce matin, par exemple, où là, je me suis levé plié en quatre. Tellement c'était marrant. Et c'est tous les matins comme ça, crevé de rire en se levant. Ce matin, par exemple, je me lève, paf, bidonné, tellement c'est drôle. C'est super marrant. Et tous les jours, tous les matins comme ça, le fou rire et c'est parti. Mais j'en peux plus parfois. Je peux rien faire d'autre que me fendre la pipe. Ça use vraiment de se marrer tous les matins. Comme ce matin par exemple, où là je me suis levé mort de rire. Je peux plus avancer, il va pourtant le falloir malgré cette crampe qui me tient lieu d'être. Pourquoi je dis ça? C'est reparti, cette crampe qui me tient lieu d'être. Du coup, c'est reparti de plus belle, le fou rire total à en crever. Il va pourtant falloir se lever, il va falloir se lever, garder un peu son sérieux, c'est imminent. Il va falloir, à un moment donné, s'arrêter d'éclater de rire, tous les matins comme ça, trouver la solution pour se tirer du rire. Mais c'est difficile, il va le falloir, coûte que coûte, ça use, le rire use l'homme d'aujourd'hui comme celui de demain. Tous les jours, trouver la solution de l'arrêt du rire. Comment faire pour vous couper la chic? La solution au problème de vous la couper une bonne fois, de vous la faire fermer, cette chic rigolarde. La solution à votre problème de rire, de c'est drôle. La solution à votre problème de c'est marrant, trop marrant. Tous nos conseils, soins du rire, tous nos bons mots pour vous passer de rigoler. Nous avons nos solutions à votre problème. Lisez le journal, la publicité contre le rire. Les informations publicitaires, la guerre est engagée, nous ne rirons plus de sitôt, interdiction de rire, ici. Ah oui, c'est au Salon du Livre. Bon, merci. Merci. Donc, théorie générale, comment faire disparaître la Terre. Et bon, petit clin d'œil, dehors Jésus. Merci. On y va? C'est là. Elle est vraiment gênée, cette fille. Ouais. Ouais,
quand on connaît un peu le bonhomme, c'est encore... Ah oui. Ouais, donc il a super fait tard. Là, ça a l'air d'être Ah oui, mais des fois là, on n'a pas le temps parce que c'est pas...